Lionel Messi, trop fort pour la Ligue, mais est-ce qu'il est favorisé un peu par les arbitres? Après le Canada, le Brésil, l'Allemagne, bye-bye les États-Unis à la Coupe du Monde. Qu'est-ce qui se passe dans le monde du soccer féminin? Et voyons les gars, est-ce que Rudy Camacho avait un si gros fan club que ça à Montréal? Ici Yacine Camara. Ici Olivier Tremblay. Ici Christine Roger et vous écoutez Tellement Soccer. Voyons, on l'a fait. Tu penses que je suis plus là encore? C'est ça. Peux-tu? Elle veut C'est ça, me couper. j'avais oublié que t'existais. Bonjour, bienvenue à Tellement Soccer. Hey, un miracle, nous sommes de retour tous les trois. Bonjour Assoun. Bonjour. Salut Olivier. Allô? Oui, j'avais un peu oublié dans notre C'est ça. introduction que tu étais là. Comment ça va? Est-ce que tu es un peu sur le décalage horaire? Écoute, chaque matin, depuis 4-5 jours, je me lève en me disant « Hey, j'ai vraiment hâte d'aller me coucher. Ah, » C'est là que j'en suis. mais moi, je ne suis même pas en Australie, puis c'est ça que je ressens aussi chaque matin. Hop, je pensais que tu allais bailler, mais non, c'est un Ben oui. éternuement. C'est autre chose. Ouais. OK. Ah, on est Lee- parti sur les chapeaux de roue, les Mais Mais amis. hein? voyons, est-ce qu'on. Ça, Mais c'est je suis triste. contente, Lee, que tu es de retour de l'Australie. On aura Pareillement. beaucoup de choses à parler. On va parler après avoir parlé de notre Messi national. Puis on a eu droit à C'est un petit mon ca- Messi. on Ah, ben droit à un oui, petit on a cadeau, hein, franchement, Oli, Des petits cadeaux Ouais. Hein, directement on ne de pourrait pas dire que j'ai l'Australie. pas jamais rien fait pour vous autres. magnifique. Magnifique. Ben non, ouais, ça, c'est un per diem bien utilisé. Ah, franchement. Parle-moi de Moi, ça. ce que je trouve merveilleux, il y avait ce slogan-là, hein, Beyond Greatness. Ouais. Et tu sais, dans toutes les villes hautes, je présume, je suis allé seulement dans 2, mais il y avait des oriflammes, tu sais, sur les poteaux de lumière et tout ça. Il y en a qui avaient été installés à l'envers. Ça te prenait un miroir pour lire Beyond Greatness, à Perth notamment, pas très loin du C'est sanctuaire de plus compliqué, kangourous. C'était formidable. Fait qu'une C'est un belle petit travail bien fait. Très bien fait. Donc, une belle expérience malgré tout. Ben oui, oh oui. C'est ça. On va parler de cette Coupe du Monde qui est complètement folle présentement, mais avant, on n'a pas le choix de parler de Lionel Messi parce que pendant que tu étais en Australie, ben, il a fait le saut en MLS comme tu l'avais prédit. Il a commencé à jouer pour l'Inter Miami. Puis on peut dire que ça va plutôt bien. But we have to start with the reality of the call of the PK and other calls that were ridiculous. And I don't want to say that the attention that we get in here with all what is happening, it becomes a circus. Today was a circus. The PK is unbelievable. It's unbelievable. I don't know if the bar came today. So if the bar came today and we have referees there, then we have to be honest and go and see it because the game deserved it. Now, I'm going to talk about what the game was like in our end. We were not sharper at front. Probably we could have been more aggressive when we have the ball, and we're going to take as well the blame in our team. So we couldn't score, and then they opened the score in the first half, in the second half very early. We could have avoided that, but honestly, we are very disappointed with the game becoming those two plays. This is not what we need. Voilà. Donc, monsieur n'est pas content. Coach d'Orlando. Bon, parlons de Messi premièrement. Là, si j'essaie de bien compter, là, on est rendu à quoi? 7 buts en... Ça? 7? 7,5 là? Ouais, en peut-être 3 matchs et demi. Parce qu'il Ouais, est c'est Oh, ça. rentré. regarde-moi pas comme ça. Quand il jouait son premier match, j'étais en train de regarder États-Unis-Vietnam. Ah, ok. J'étais la seule T'étais personne sur la ailleurs. Terre qui regardait pas. T'étais Sept, ailleurs. fait que 7 buts en 3 matchs et demi. Là, il y en a beaucoup. Bon, là, c'est sur les réseaux sociaux. Il est trop fort pour la Ligue. Et là, je sais que Assoun, on en a parlé la semaine dernière. Déjà, toi, tu as fait une montée de lait, entre autres, envers tes amis français qui disent ben, c'est vraiment pas un bon niveau, Messi, c'est pas un bon niveau. Et là, ce que j'aime depuis ce temps-là, c'est qu'il y a des gens qui répondent aux réseaux sociaux puis ils viennent partager des séquences de Lionel Messi avec l'Argentine, avec le FC Barcelone, avec plein d'équipes dans plein de moments importants tout au long de sa carrière où il fait exactement la même chose, pourtant contre les meilleurs défenseurs au monde. Fait qu'à ceux qui vous disent, les gars, Messi est bien trop fort, puis la MLS, c'est une ligue vraiment inférieure, vous répondez quoi? 50 buts en 38 matchs à Barcelone. Je veux dire, quelle ligue de piment, la Liga. C'est vrai, hein? C'est épouvantable. Pourquoi les gens regardent encore ça? Bien là, c'est parce qu'il n'y a jamais autant de personnes qui ont regardé la MLS, là, un peu partout sur la planète. Et là, ils jugent, dans le fond, le fait que Messi il a l'air au-dessus de tout le monde, mais
c'est toi qui m'avais dit la semaine passée, mais il est où tout le monde dans le sens, c'est Messi, il y en a juste un sur la planète, là. Il a gagné la Coupe du Monde il y a 8 mois. Ben oui, c'est ça. Et a fini meilleur buteur de cette Coupe du Monde aussi. Et a mis la misère à la Croatie comme si c'était des enfants aussi en Coupe du Monde, je veux dire. Comme si c'était le PSG contre Brest. Voilà. Exactement. Donc la réalité, elle est celle-ci. Je pense il faut dire ce qui est. La MLS est aussi un championnat qui grandit, qui évolue et qui a besoin d'évoluer sur pas mal d'aspects. Il n'y a pas de problème. Mais ce qu'il a fait, et ce qu'il a fait hier, ce qu'il a fait il y a 2 semaines, il y a 3 semaines, il a fait toute sa vie en fait. Depuis qu'il a 16 ans, il le fait. Moi, je trouve que c'est gagnant. C'est vraiment, je prends beaucoup de plaisir à voir Messi vraiment en MLS. J'étais à 2 doigts de tweeter hier et de dire que la MLS était le meilleur championnat du monde en ce moment parce que bah, je prends beaucoup de plaisir. Je regarde ce qui se passe, je vois le spectacle qui nous amène. La possibilité après de vivre des moments magiques. Hier, j'étais devant mon ordi, puis quand il pose le ballon, je me dis, mais non, il va pas le refaire encore, c'est pas possible. Son coup franc, ouais, Son encore. coup franc, il te le refait de la même façon, et tu revois les images qu'il a eues face à Liverpool avec le Barça, tu sais, des flashs qui te reviennent, et tu te dis, bah, un coup franc, ça reste un coup franc, et là, c'est la magie finalement du joueur, et même pas le niveau du championnat en tant que tel Non, que c'est tu ça. peux critiquer. Donc il répond présent. Mais il a l'air d'avoir du plaisir. Moi, C'est- c'est ça qui me ouais. fascine, c'est que, bon, avec tout ce qui s'est passé au PSG, c'était pas le Messi qu'on connaissait, mais là, il a l'air d'avoir du fun. Plus que ça, il invective ses partenaires, Bah les oui. adversaires, il attrape la tête à Philippe. Philippe, je savais que quand il rentrerait, bah, voilà ce qui se passerait, mais il répond. C'est des images qu'on n'avait jamais vues en fait de Messi en 2 ans au Paris Saint-Germain. Totalement transparent des fois quand il fallait mettre de l'invective, se battre pour ses partenaires. Moi, je le voyais plus subir les événements et puis ne pas être heureux. Et puis le voir, justement, bah, donner le maximum, faire des pressings sur le terrain. Il fait des pressings. Non, mais tu te rends compte? Oui. C'est les Mais supporters parisiens, quand ils voient ça aujourd'hui, ils doivent se dire, mais c'est pas possible, il nous a pas respecté. Mais voilà, il est heureux ici. Il sent qu'il est aimé. C'est les commentaires de ses partenaires aussi. Et c'est juste fabuleux. il sent qu'il est le patron. Aussi, ouais. Surtout, pour moi, c'est ça la grosse différence avec le Paris Saint-Germain. Au Paris Saint-Germain, tu sais pas trop, ou du moins tu présumes qu'il y a un patron, puis il s'appelle peut-être plus Kylian Mbappé que Lionel Messi. Là, Lionel Messi, c'est clairement lui le patron en Inter Miami. On l'entoure de manière à ce qu'il soit heureux, avec un Jordi Alba, avec un Sergio Busquets. Ça, c'est les conditions gagnantes pour que Lionel Messi te donne le maximum, qu'il fasse des pressings, comme tu dis. Pas qu'il y ait un quelconque doute sur est-ce que c'est réellement lui la grande vedette de cette équipe-là. Ouais, Mais et c'est puis, pourquoi Mais c'est quoi aussi ce besoin constant de vouloir comparer toutes les ligues? Et Ronaldo le fait en partant en disant ben, la Ligue en Arabie Saoudite, c'est vraiment meilleur que la MLS. Pour vrai, vite comme ça, je ne pourrais pas me prononcer parce que, en toute honnêteté, des matchs de la Ligue d'Arabie Saoudite, j'en ai vu aucun dans ma vie. Et là, présentement, ben, depuis que Ronaldo est en Arabie Saoudite et depuis que Messi est à Miami, c'était quoi l'effet de un et l'autre? On voit une méchante différence. C'est pas vrai que présentement, l'arrivée de Ronaldo a fait exploser la Ligue d'Arabie Saoudite. Je parle au niveau des amateurs de foot, là. Tandis que qui veut regarder la MLS aujourd'hui, un match d'Inter Miami? Tout le monde. Même les gens autour de moi qui ne suivent même pas le soccer sont curieux de voir qu'est-ce qu'il fait. non, 100%. Moi, je pense qu'il faut arrêter justement ces comparaisons. La réalité, c'est que, bien entendu, le Paris Saint-Germain est 4, 5, 6 niveaux au-dessus de ce qui se passe en Ligue 1. Mais on critique ce que fait Messi aujourd'hui en MLS. Mais moi, je me souviens d'un des premiers matchs de Messi avec Paris. Je veux dire, c'était 5-0, 6-0 contre Clermont-Ferrand aussi. Ah ouais. C'est ça la réalité. Et personne ne disait que la Ligue 1 était une ligue je veux dire, de fermiers, entre guillemets. Donc, on ne peut pas comparer justement ces championnats-là. Chaque championnat a son histoire. Ce que je vois, c'est que Messi est heureux de faire ce qu'il fait aujourd'hui. Je sens même aussi une volonté et un sentiment de revanche par rapport à ce qui s'est passé à Paris et qu'il a envie de montrer que, bah, regardez, guys, quand je suis à 100%, regardez ce que je suis capable de faire. Je sens ça chez lui. Et forcément, bah, ça énerve certains Parisiens. C'est normal parce que bah, on attendait plus du côté du Paris Saint-Germain. Mais voilà, il faut respecter la Ligue, il faut respecter ce qu'on voit aujourd'hui. Et moi, je prends énormément de plaisir à voir ce que fait Messi, à voir la MLS. Hier, comme j'ai dit, j'étais à 2 doigts de tweeter.
avec les anciens joueurs et les anciens coachs de l'Impact de Montréal, on s'est écrit instinctivement juste après le match et c'est des gars, c'est pas possible ce qu'ils nous fait en ce moment. Donc ça a été, voilà, c'est des petits moments qui rapprochent un petit peu tout le monde, qui nous fait partager des sensations de foot extraordinaires. Et puis, bah, il n'y a qu'à admirer le génie qu'il est. C'est juste incroyable. Est-ce qu'il est favorisé par les arbitres? C'est la question. Non, mais ça, je veux dire, c'est facile de dire ça, mais à un moment donné, je veux dire, c'est un sport en quelque sorte jugé, là, si on fait abstraction du VAR et tout. Mais après ça, il y a plein de choses qui peuvent influencer l'opinion d'un arbitre. Est-ce que tu es dans une foule où tout le monde crie Messi, Messi, Messi? Si quelqu'un touche à Messi, tout le monde s'énerve sur le terrain. Est-ce que ça peut avoir une influence? Peut-être. Mais est-ce que c'est vraiment que les arbitres veulent favoriser Lionel Messi? Je ne pense pas que les arbitres veulent nécessairement favoriser Lionel Messi. Je pense que de manière générale, un arbitre va être plus porté de toute façon à protéger, entre guillemets, un joueur qui a du talent puis qui fait ce genre de truc-là sur le terrain. C'est pas parce que c'est Lionel Messi, je veux dire. S'il y avait quelqu'un à l'époque qui s'approchait trop de Nacho Piatti ou ce genre de joueurs-là dans la MLS, des artistes, ben c'est un peu normal, puis c'est à ça que tu t'attends dans une certaine mesure, parce que si... Excusez notre décor ici. Protège l'artiste, là. Protège l'artiste. L'écharpe en plus de l'Inter Miami. Voilà, s'il y a justement... c'est pour ce genre de joueurs-là qu'on se déplace au stade et tout ça. Les entraîneurs... Si Oscar Pareja était l'entraîneur de Lionel Messi, puis que Lionel Messi se faisait charcuter par les Ozzy Alonso de ce monde, je ne pense pas qu'il retiendrait le discours inverse. Ben non. Non, il dirait la même chose, c'est sûr. Moi, je pense qu'il n'y a pas forcément d'avantage donné à Messi. Comme tu l'as dit, c'est un artiste qui fait ce qu'il fait. Il faut les protéger. Tu l'as dit, puis j'ai volé ton mot, là. Non, mais il faut les protéger, mais il ne faut pas exagérer. Et c'est vrai que sur une ou deux actions, face à Orlando notamment, je suis totalement d'accord avec les propos d'Oscar Pereira, notamment sur le penalty accordé, sur la faute de Martinez. C'est un fait de jeu. Oui, mais des pénaltys douteux, là, c'est pas la première fois. Là, c'est juste on met l'emphase parce que c'est Messi. Mais là, c'est une adaptation aussi. Tu sais, les joueurs qui affrontent Messi en ce moment l'affrontent pour la première fois. Puis tu as beau le voir à la télé, j'imagine que quand tu l'as devant toi, tu te rends compte que hey, ça va encore plus vite que ce que j'imaginais. C'est la même chose pour un arbitre. Les arbitres vont s'habituer aussi à la manière dont Lionel Messi est sur le terrain. Puis tout ça, c'est un processus d'adaptation pour tout le monde. Pour les défenses adverses aussi, là, en ce moment, tout lui réussit à Messi. Puis c'est comme, à quoi est-ce qu'on s'attendait? À ce que toutes les défenses de la MLS le mettent dans leur petite poche? Non, je pense pas. Non, mais au fil du temps, ben, tout le monde va s'ajuster. Les arbitres vont prendre un peu plus la mesure de qu'est-ce qui va vite sur Messi, qu'est-ce qui va pas vite sur Messi, puis ils vont s'ajuster en conséquence. Ça a été ajusté justement face à Dallas hier. En regardant le match, j'ai vu justement un arbitre qui faisait très attention à tout ça et j'ai aimé l'arbitrage. Mais c'est vrai que face à Orlando, il y a certaines actions que je jugeais vraiment difficile aussi. Si je suis à la place d'Orlando, je me dis, ah oui, mais en tant que défenseur, en tout cas, je me dirais, bah là, c'est compliqué justement à gérer. Toi, comme défenseur, c'est bien. C'est ça. Et puis, l'image, après, là où il faut faire attention aussi dans la perception, c'est l'image qu'ont les gens à la télé. Il y a eu une action où Messi, qui a fait le tour du monde, demande à l'arbitre un carton jaune et l'arbitre sort le carton jaune et le donne. Ça donne l'impression que c'est Messi qui décide, mais si on a l'autre angle, la réalité, c'est que Messi est retenu par le maillot et qu'effectivement, il y a un jaune, chose qu'on voit difficilement sur un des quatre. Donc, je pense qu'il faut avoir du recul là-dessus. Ne pas oublier que Messi, c'est juste extraordinaire ce qu'il fait sur un terrain. Donc forcément, il provoque des fautes, il provoque des situations. Et il faut rester sur l'essentiel, le spectacle, le plaisir qu'il nous offre. Et pour moi, en tout cas, mais hier, c'était juste un régal de voir ce qu'il est capable de faire encore une fois. Et de se dire que le gars, il est juste au-dessus de tout le monde. Là, c'est incroyable. Mais là, Ali, tu disais que c'est une période d'adaptation pour tout le monde, pour les arbitres, mais aussi pour les joueurs qui n'ont jamais joué contre lui auparavant. Est-ce que vous pensez que ça va se compliquer un peu pour Messi? Il veut pas, là, on va peut-être plus comprendre comment le surveiller ou vous pensez qu'il est parti sur son air d'aller puis il va continuer de produire à ce rythme-là? Il ne faut pas oublier aussi que la teneur de la compétition va changer aussi avec le temps parce que là, c'est la Leagues Cup. Puis finalement, c'est le fun de la Leagues Cup, d'ailleurs. On avait des doutes sur est-ce que le bien fondé de cette compétition-là. Puis finalement, je pense que tout le monde y prend du plaisir. Puis on dirait aussi que ça fait un an que c'est commencé. Ouais, c'est fou. Mais là, un match d'une coupe, comparativement à un match de championnat aussi, l'enjeu n'est pas tout à fait le même. Fait qu'il y a peut-être des petits trucs qui vont changer sur ce plan-là, la manière dont la physionomie d'un match évolue.
Euh, mais non, c'est la même. Pour moi, c'est exactement la même chose. Puis en ce moment, il y a des équipes aussi qui n'affrontent pas Messi, mais qui peuvent prendre des notes aussi sur comment ça se passe pour lui en Amérique du Nord, tout ça. Pensez-vous que Romel Kyoto prend des notes? Non, on en reparlera plus tard. Oh là là, Le Kyoto World Tour. Non, Euh, moi, ce que j'aime, franchement, c'est le professionnalisme avec Ouais. lequel ces gars-là sont venus. Je parle de Sergio Busquets, je parle de Jordi Alba aussi et Messi. Je veux dire, t'as vu l'émotion qu'il y a eu à la fin du match. J'ai l'impression qu'il vivait son match comme si c'était la finale de la Coupe du Monde, en fait, où il voulait absolument gagner. Il encourageait ses partenaires, il les invectivait. La réaction du banc aussi lors du dernier penalty, où tout le monde court comme si c'était justement voilà, une compétition à part entière, et ça l'est. On est vraiment agréablement surpris de ce que donne cette compétition-là. Et moi, écoute, il est venu avec les bonnes ambitions. Ouais. Il est venu pour gagner. Il n'est pas en vacances ici. Et c'est ce dont avait besoin la Ligue, d'avoir un joueur qui ne se la coule pas douce et qui vienne justement rendre ce qu'on lui a donné, de la confiance, de l'amour et une place de numéro 1 et de leader, comme tu l'as dit, Olivier. Et il te le rend très, très bien et c'est juste exceptionnel. Là, en quittant le PSG, ben, s'il y en a un qui aurait dû être heureux, c'est Kylian Mbappé. En fait, il y avait le champ libre en quelque sorte, malgré qu'il reste Neymar. Mais là, ça se complique. Faut qu'on en parle quand même un peu de ton PSG, Hassoun. Ah, mon PSG. Non, mais là, Kylian Mbappé, il y aurait l'offre en Arabie Saoudite, le PSG qui a pris le contrôle de la situation en quelque sorte en le menaçant de ne pas le faire jouer. Qu'est-ce que vous pensez qui va arriver? Là, l'affaire, c'est qu'on parlait du Real Madrid, qui serait le premier choix de Kylian Mbappé, mais ce qu'on sache, peut-être que je me trompe, il n'y a pas eu d'offre concrète. Ta boule de cristal a dit quoi, ça? Ma boule de cristal dit que... C'est l'enfant dans son coco. C'est vrai, ma boule de C'est ça. cristal. Non, moi je pense que c'est une situation compliquée pour le joueur aujourd'hui. Je pense qu'il tenait la main justement jusqu'à ce que le PSG décide de lui retirer et de le mettre dans une situation difficile. C'est soit il part, soit il prolonge. Il décide de ne pas prolonger. Donc la seule issue que je vois personnellement, c'est d'aller en Arabie Saoudite pendant un an, d'aller prendre 1 milliard pendant l'année tout simplement et de revenir l'année prochaine, d'aller au Real Madrid l'année prochaine de façon libre. Parce que je ne vois pas Kylian Mbappé, au vu de son caractère, de retourner sa veste et se dire « Ok, guys, je vais prolonger avec tout ce qui s'est passé. » Je ne me vois pas revenir en arrière. Il y a beaucoup de bagages, là. Exactement. Le PSG non plus. Je les vois difficilement avec l'argent et aussi l'ego. Dire « Ok, Kylian, désolé de ne pas t'avoir amené au Japon. Finalement, reviens jouer avec nous. » C'est extrêmement difficile aussi. Et le Real Madrid, qui a la possibilité de le récupérer gratuit dans 6 mois, pourquoi mettre de l'argent là, maintenant, tout de suite? Autant d'argent, c'est difficile aussi. Donc, la solution, elle serait la meilleure à mes yeux, c'est d'aller en Arabie Saoudite. C'est pas Messi qui aurait fait ça, lui. Bah, Non, mais là, c'est vraiment une guerre d'ego. On dirait que c'est comme qui va plier en premier. et il y Là, a il deux s'entraîne forts même pas caractères, avec ouais. la première équipe. Oli, toi, Moi non plus, je ne m'entraîne pas avec la première équipe. ta boule de cristal, toi, dis quoi? Qu'est-ce que tu penses qui va arriver? Moi, on dirait que... Ben là, je ne sais plus, parce que, je veux dire, si on m'avait dit que Ronaldo irait jouer en Arabie Saoudite, je ne vous aurais pas cru. Donc, tout est possible aujourd'hui. Tout est possible. Tout est possible, mais quand tu regardes la manière dont le Real Madrid construit son effectif aussi depuis quelques années, c'est pas à l'époque, c'était le club qui investissait tout le temps, puis je dis investissait, qui sacrait de l'argent dans le foyer, souvent. Mais là, tu regardes leur bilan, je parle purement de bilan financier. C'est pas. Ils ont pas jeté de l'argent par les fenêtres tant que ça. Puis moi, mon instinct me dit que Florentino Pérez, depuis plusieurs années, a sa petite caisse Mbappé à quelque part. Puis oui, il pourrait l'avoir pour gratuit. Il pourrait l'avoir pour gratuit dans 6 mois, mais en même temps, ce serait un coup d'éclat comme le Real Madrid n'en a pas fait beaucoup dans les dernières années, que de le faire signer là maintenant. Tu n'as pas besoin, en théorie, puis on en parlait tantôt, c'est en théorie, si tu retardes le processus le plus longtemps possible, avec chaque jour qui passe, en théorie, tu économises des sous. Une Parce petite que caisse Mbappé, ouais. Tant qu'elle le laisser partir pour rien dans un an, le PSG va peut-être se dire, bon, ben d'accord, c'est peut-être pas l'offre qu'on aurait souhaité, mais au moins on récupère 100, 120, 150 millions, peu importe. Parce que le dernier mot revient, je veux dire, à Kylian Mbappé. Ici, en bout de ligne, il y aurait plus d'argent du côté de l'Arabie Saoudite, mais que lui ne veut pas y aller.
Oui, en bien bout de sûr. ligne, Je pense qu'il a Est-ce refusé que ça te justement tente cette offre. vraiment aussi d'aller jouer l'Euro après une saison en Arabie Saoudite? Je ne sais pas. C'est la question. Je pense que le premier match de l'équipe de France à la rentrée et au Parc des Princes aussi. Est-ce qu'on imagine Kylian Mbappé, voilà, l'ironie du sort fait ça. Est-ce qu'on imagine Kylian Mbappé jouer au Parc des Princes avec l'équipe de France en ne jouant pas au Paris Saint-Germain? C'est la situation cocasse qu'on va voir aussi. Il est capitaine de l'équipe de France, donc conférence de presse, on lui posera des questions à ce niveau-là. C'est une situation assez délicate. Il faut rappeler aussi que dans l'histoire du foot, c'est une situation inédite. Ouais. Jamais un joueur dominant d'une équipe de cette façon-là, on pense à Zidane, à Messi, à Ronaldo, est parti gratuitement de cette façon à 24 ans. Je veux dire, on a toujours laissé un héritage au club pour partir dans un transfert. Kylian Mbappé décide de faire autrement, donc forcément, c'est une situation juste exceptionnelle et incroyable. Et j'ai envie de voir, j'ai l'impression que la stratégie est faite, tout est fait pour que Kylian Mbappé puisse aller au Real Madrid. Je pense que sa position face au Paris Saint-Germain, c'est de dire que je ne signe pas pour faire ce transfert aujourd'hui. Le problème, c'est qu'il est dans un club spécial et le Qatar a beaucoup d'argent. Donc dans la logique, ils auraient fait le transfert là maintenant aujourd'hui, mais est-ce qu'ils sont capables de le retenir un an et de lui dire bah tu joueras pas pendant un an? Je pense que oui, le Qatar est capable de faire ça et ce serait une situation totalement exceptionnelle. J'ai du mal à imaginer Kylian Mbappé qui sert le popcorn pendant C'est un an. exactement pour ça que Jean-Marc Bosman s'est sacrifié dans les années 90. Voilà. On va suivre ça, le téléroman Kylian Mbappé, mais j'aime la petite caisse Mbappé. Peut-être qu'il pourra avoir un dénouement d'ici la fin du mois. Les gars, il faut parler de cette Coupe du monde féminine. Une Coupe du monde complètement folle, surprise après surprise. Entre autres, les États-Unis qui ont été déjà éliminés. Alors, les Suédoises qui ont vaincu les Américaines au tir de pénalité en huitième de finale, une fin vraiment dramatique. Oui. Avec à ça, on a vu la reprise où le ballon franchissait tout juste la ligne. Incroyable. Enfin, les États-Unis commencent à comprendre le système métrique. Incroyable. Là, ça parlait de millimètres puis de pas de 16e de pouce. On va parler de qu'est-ce qui va arriver dans la Coupe du monde globalement, parce qu'évidemment, il y a eu plein de surprises depuis le début, mais dans ce match-là, puis les Américaines, là, on sent que c'est un changement de garde. Les Américaines étaient championnes en titre en 2015, en 2019. Là, on aura des nouvelles championnes du monde. Mais dans cette séance de tir au but, il y a eu Sophia Smith qui a raté, qui est probablement qui a été exceptionnelle dans cette Coupe du monde. Là, ça va falloir que... C'est difficile à un si jeune âge de rater un si grand moment. Il va falloir qu'elle se relève de ça, mais elle a démontré ce qu'elle est capable de faire. Et Megan Rapinoe, qui rate son penalty. Je vais en parler un peu parce que là, évidemment, Megan Rapinoe va prendre sa retraite au terme de cette saison. C'est quelqu'un qui des opinions polarisées. Hein? Les gens l'aiment ou ne l'aiment pas, mais ce que j'ai trouvé vraiment dommage, c'est qu'elle s'est fait ramasser sur les réseaux sociaux pour avoir raté sa penalty. Entre autres, elle souriait après avoir raté son penalty. Fait que les gens voyaient ça comme un manque de sérieux. Puis ce qu'elle explique, c'est qu'elle allait faire le penalty, puis elle se disait quel grand moment. Enfin, un penalty. Elle dit, je n'ai absolument jamais raté ou presque un penalty de ma vie. Puis là, elle riait, c'était comme un rire jaune un peu. Je peux pas croire que je rate maintenant. Et là, je trouve ça dommage parce que tu l'aimes ou tu l'aimes pas. Je trouve que c'est triste que ça se termine comme ça puis qu'elle soit ciblée sur les réseaux sociaux alors que tous les plus grands ont déjà raté un penalty comme ça. Oui, non, bien sûr. Moi, je pense qu'il faut prendre beaucoup de hauteur sur ce qui se passe sur les réseaux sociaux. À chaque fois qu'un grand joueur, une grande personnalité loupe un penalty, c'est de bonne guerre aussi. Moi, j'ai vu des Sergio Ramos avoir des montages où son ballon finissait sur la Lune. Rapinoe, hier, j'ai vu un beau montage où c'est Joe Biden qui réceptionnait le ballon de Megan Rapinoe un petit peu là-dessus. Donc, c'est des faits cocasses. Je ne pense pas qu'il faille prendre ça au premier degré non plus. Mais il y a quand même quelque chose qui se passe autour d'elle. C'est aussi une réalité. On a l'impression que son personnage divise énormément aussi. C'est une réalité. Il divisait moins quand il gagnait des Coupes du Monde. Oui, vu comme ça, en effet. Mais c'est difficile. J'imagine mal, en fait,
qu'on puisse interpréter son sourire comme quelque chose je veux dire, de la nonchalance ou un manque d'implication. Au contraire, je pense que c'est difficile de louper un penalty lorsque c'est ta sortie, lorsque c'est censé être ton moment à toi et être justement cette leader qui est rentrée pratiquement pour ça aussi, parce qu'elle loupe jamais ses penalties. Et le louper de cette façon-là, c'est difficile à vivre et tu gères jamais finalement ta déception. Donc ça a été de cette façon-là. Et moi, je suis juste déçu pour elle parce que sortir de cette façon-là, franchement, tu as juste envie d'avoir un autre match pour pouvoir essuyer un petit peu cette déception. Mais malheureusement, c'est pas possible et c'est les aléas du sport de haut niveau. Mais Oli, de l'autre côté, tu as une Mewis qui a le premier ballon qu'elle a touché dans cette Coupe du Monde, c'est pour son tir de pénalité. Ça aussi, c'est une situation pas évidente. Là. Elle a su très bien gérer la pression. Puis ça revient un peu, évidemment, il y a eu énormément de critiques envers Vlatko, l'entraîneur des États-Unis, quant à ses décisions, ses changements. Une Emily Sonnett qui est normalement plus une joueuse défensive, une latérale, puis on décide de la mettre en milieu de terrain pour un match d'une grande importance comme ça. Comment puis dis-moi, ça a-tu marché ou pas? Oui, parce que ça a été leur meilleur match. Parce que soyons honnêtes, les Suédoises présentement passent. Ils n'auraient jamais dû gagner. Mais ils n'auraient jamais dû gagner. Jamais. Mais en même temps, c'est ça la beauté du soccer. Je veux dire, les Américaines, dans le début de la séance de tir au but, on pensait qu'elles filaient facilement vers la gardienne. En fait, vers la gardienne, c'est pas ça que je voulais dire, vers les quarts de finale. Et qu'est-ce que je voulais dire, c'est que c'est la gardienne suédoise qui les a sauvés en bout de ligne. Mais ce que ça démontre en bout de ligne, là, c'est à quel point il y a un changement de garde dans le monde du soccer féminin. Donc, on sait le Canada éliminé, le Brésil avec Martha, l'Allemagne, ça a été une immense surprise. Et là, maintenant, les États-Unis, ça, dans le fond, c'est positif. Là. Je veux dire, ça démontre comment il y a une homogénéité de plus en plus grande dans le monde du soccer féminin, Oli. Là. C'est de ça que Christine Sinclair parlait aussi après le match contre l'Australie. Une autre qui, après, parcourait la zone mixte avec parfois des sourires un peu, qui aurait pu être interprété comme avec Rapinoe, mais c'était, sans dire c'était un sourire de dépit, ça semblait presque être un sourire de sérénité parce que tu te rends compte que tout ce que tu dis depuis des mois dans ta bataille avec la fédération, qu'il y a d'autres pays qui sont en train d'investir puis qui s'en viennent, là, le tournoi que tu viens de faire vient de tout recontextualiser ça puis de vraiment mettre des images sur les mots que tu prononces depuis tout ce temps-là. Puis, ultimement, elle s'en réjouissait, entre guillemets, de ça aussi. C'est bon de voir des pays comme le Maroc qui investissent puis qui sont récompensés, puis il y en a toutes sortes d'autres. De voir des nations africaines atteindre des sommets qu'elles n'ont jamais atteints dans cette compétition-là, puis surtout d'être capable de dire hey, regardez, on n'est pas juste le stéréotype d'équipe physique, puis parce qu'on est des nations africaines, vous allez parler qu'on est physique, puis qu'on court, puis on est capable de jouer au ballon aussi. C'est ça, mais ça a été le discours ça, des joueuses du Nigeria qui ont tenu tête à l'Angleterre. Oui, l'Angleterre passe encore de finale, mais ça a été jusqu'à la limite au tir au but. Elles ont explosé, l'Australie. Puis oui, puis les Nigeria, je veux dire, c'est comme ce qu'on dit, c'est pas vrai qu'on n'est pas tactique, on n'a pas de technique, on n'est pas habile avec le ballon. C'est plus vrai, ça. On est capable de rivaliser avec les plus grandes nations. Je pense pas que ça a même déjà été vrai. Mais c'était un peu le discours qu'on entendait généralisé. Tout à fait. C'était la manière facile d'en parler parce que tu les voyais moins souvent, j'imagine. L'Angleterre qui passe. L'Australie contre un Danemark, on va le dire, plutôt faible, a passé. Et là, on a vu Sam Kerr qui a joué ses premières minutes. Oli, as-tu eu l'impression, est-ce que ça parlait de Sam Kerr en Australie? Est-ce qu'il y a des affiches? Ça parlait que de Sam Kerr. À quel point, je veux dire, c'est une méga star. C'est une méga vedette. C'est une méga vedette. C'est elle, la seule qui a publié une biographie. Je veux dire, tu n'as pas de biographie de Hayley Raso dans les librairies à Melbourne. Tu sais, c'est elle, la grande vedette. C'est une des meilleures attaquantes du monde. Quand elle est embarquée sur la pelouse, sur le terrain aujourd'hui, 75 000 personnes pour le match. C'est quelque chose. Mais en dehors des perceptions, il faut savoir que l'Australie, c'est vraiment très populaire, le soccer en Australie. Je veux dire, c'est en termes... Oui et non. En termes d'adhérents... Ceux et celles qui aiment ça aiment
vraiment ça. Mais en termes C'est de- ça qui est important. Est-ce que c'est pas le sport numéro 1 en termes de pratique, le Oh, j'ai soccer pas en Australie? Je sais pas, j'ai pas Non. les données. À Ils part- ont J'ai quand pas même les une données, ligue- mais ils ont une ligue domestique féminine Oui. où Mais- plusieurs filles qui évoluent aux États-Unis Exact. vont Mais là. il y a énormément de sports qui font compétition au soccer aussi. Tu sais. Oui. Le football, Mais le football australien, c'est énorme. Il y c'est avait un plus pays- de monde. Je suis allé à un match de football australien un vendredi soir entre Collingwood et Carlton. Il y avait 87 000 personnes au MCG. Le lendemain, c'était Australie contre Nouvelle-Zélande au rugby. Là. Les All Blacks étaient là, les Mais vrais. c'est un grand pays Il y avait de sport. 3 000 personnes de moins. C'est un grand pays de sport. Mais aussi. Ouais. il y a toutes sortes de compétitions. Mais cette équipe-là, les Matildas, va vraiment charmer la population australienne. Elles sont derrière leur équipe. Mais après le Nigeria, après le match contre le Nigeria, défaite de 3-1, la marge était très fine entre on est derrière vous puis on se retourne contre vous. Dans le Fan Festival à Melbourne, là, il y avait des gens qui essayaient de partir des chants pas très gentils. Mais avant Ouais. le début de la Coupe du Monde, Oli t'avait dit, enfin, on s'est tous plantés dans nos prédictions, là, Ouais. on va se le dire. Là. Non, la France va gagner. Ben oui, blablabla. C'est pas une prédiction. La là. voie est libre, là. C'est pas une prédiction, là, c'est tes origines. Je veux dire, peu importe le sport, tu vas compter pour la France, ça compte pas. Là. C'est vrai. C'est genre, il n'y a aucune analyse derrière ça, C'est à vrai. part Hervé Renard. Non. Quel bel homme. Mais tu sais, toi, tu avais dit, l'Australie, ils me font pas peur du tout. Là, est-ce que tu penses que finalement, ils pourraient se faufiler davantage? Ou... Si elles se faufilent davantage, elles vont être portées par leur public puis le retour de Sam Kerr. Parce que du reste, même si elles ont encore gagné aujourd'hui, Mais ça a été bien je pense, géré, moi, je pense trouve. encore que elles sont pas. Elles sont dans la catégorie en dessous de l'élite. Mais moi, je En trouve même que ça temps, a été- l'élite qu'on pensait L'élite. Ouais. être l'élite, Exact. pas il y en a l'élite. une gang qui sont partis. Mais je trouve qu'ils ont bien géré le dossier Sam Kerr dans le sens où c'était un risque aussi. Probablement qu'elle aurait été prête à jouer avant, mais ils ont décidé de l'épargner. Là, ils l'ont fait rentrer après la 82e minute, quelque chose comme Une ça. dizaine de minutes. Ouais. Et là, quand ça va arriver en quart de finale ou peut-être plus loin, qui sait, ben là, ils vont pouvoir compter sur une Sam Kerr en pleine qu'on- santé. Il va falloir qu'elle se sublime, par exemple, parce que je continue à penser que contre ces équipes-là, quand tu vas. Regarde comment le Japon joue en ce moment. Là. Mhm. Si l'Australie arrive contre le Japon, moi, je pense que ça peut faire mal. Là. Oui, Ça va être oui. rough. Après, c'est d'autres ingrédients aussi. On sait que c'est des tournois justement chaudement disputés. Et les ingrédients principaux, c'est l'abnégation, c'est le fait de travailler collectivement, laisser peu d'espace. Les équipes de talent sont out aujourd'hui. toutes. Et- T'as-tu peur Presque. pour ta France? Donc, est-ce Non, que tu de penses talent, que le oui. Maroc peut surprendre la France? On dirait qu'on aimerait ça. Je m'excuse, Assoun, juste parce qu'on aime aussi les équipes Cendrillon. Puis c'est tellement une belle révélation, cette équipe Bah, marocaine. c'est le match piège par excellence pour la France, justement, où tu vas être placé en tant que favori. Tu sais que Hervé Renard a été sélectionneur de ce pays-là aussi. Il a parlé d'émotion avant ce match-là. Donc forcément, tu as tous les ingrédients qui sont réunis. Tu as Reynal Pedros, français, qui est à la tête de cette sélection aussi. Et je veux dire, beaucoup d'histoires autour de ça. Karchaoui aussi, d'origine marocaine, qui a témoigné dans l'équipe il y a quelques temps et qui parle justement d'émotions palpables. Donc, je ne pense pas que la France va laisser échapper ce match. Je pense qu'ils ont tous les ingrédients pour faire la différence. Il y a quand même un temps d'avance sur le programme sportif et le niveau. Mais attention, tous les ingrédients sont réunis pour qu'on puisse assister à une surprise aussi. Et le Maroc ne va pas faire de cadeau. S'ils ont un match vraiment rêvé à jouer en Coupe du Monde, c'est bien celui-ci face à la France. Et je peux vous dire qu'il va y avoir beaucoup de monde devant ce match-là qui est assez spécial. Donc moi, j'ai envie de voir ce match-là. J'aime beaucoup le Maroc, ce que dégage le Maroc depuis pas mal de temps. Avec les garçons, ça a été pareil en Coupe du Monde. Ils ont eu une épopée exceptionnelle. Les filles ont envie de vivre cette même frénésie. On voit ce que ça donne au Maroc en termes d'image. C'est juste exceptionnel ce qu'elles arrivent à faire aussi. Et voilà, c'est vraiment l'équipe Cendrillon par excellence qui peut faire la différence. Puis ce qu'on voit depuis le début du tournoi dans ces stades-là où c'est pas l'Australie qui joue, de manière générale, l'impression qu'on a en entendant le son, c'est que les Australiens qui vont là juste pour assister au match vont Ouais, tous se toujours rallier derrière la petite l'équipe équipe. négligée. Ouais. Ouais. Donc ça aussi, ça peut porter quand tu regardes l'effet que ça a eu sur, je continue à dire, l'Australie est moins bonne que ce qu'elle montre depuis le début du tournoi, est portée par son public. Ce que ça fait aux équipes négligées aussi.
Ça a été, dans le cas canadien, c'était nettement derrière le Nigeria, nettement derrière l'Irlande, quoique en Irlande. Tu vois? J'étais à peu, j'avais l'impression d'être en Irlande. Il y avait quand même une communauté qui était derrière, mais les Australiens sont derrière les petites équipes. Ouais. Ben, évidemment, ce que les joueuses canadiennes ont beaucoup prôné au cours des derniers mois, c'est à quel point elles ont besoin d'investissement. Puis c'est un très bel exemple, l'équipe marocaine, un méga centre d'entraînement, utilisé autant pour les femmes que pour les hommes. Il y a eu vraiment des gros investissements. Puis aujourd'hui, ben, ça porte ses fruits. On voit les résultats. Donc, on va suivre ça. On va s'en reparler assurément de la France qui sera éliminée par le Maroc. Oups, désolé. Bon, là, par la force des choses, le CF Montréal est comme en vacances, mais il y a quand même eu de l'action. Rudy Camacho qui quitte le nid montréalais et ça a fait, à ma grande surprise, ça a créé énormément de mécontentement à Montréal. Donc, je sais qu'au niveau des partisans et de nous, c'est vrai qu'on perd un joueur qui jouait presque tous les matchs dès qu'il était apte à jouer. Après, je suis assez bien placé pour savoir qu'une des premières questions que j'avais reçues quand j'étais arrivé ici il y a 3 ans et demi, je connaissais Rudy du championnat de Belgique parce qu'il était en Belgique avant de venir en MLS. Et Rudy n'était pas forcément aimé quand je suis arrivé ici. Moi, je l'ai défendu et avec Thierry Henry, on a laissé Rudy, on a gardé Rudy. Et je dois dire qu'il a énormément progressé, qu'il a apporté beaucoup de choses au club aussi. Mais voilà, il y a 2 ans aussi, Rudy avait aussi refusé notre proposition de prolongation. Et il n'y avait pas eu non plus, parce que Rudy, au départ du camp de préparation qu'on était en Floride, il n'était pas avec nous. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça, mais c'est la réalité. Et il n'y avait pas eu cette situation actuelle où on a perdu Rudy Camacho. Donc c'est la réalité. Et il était bien ici, je pense qu'il était très bien à Montréal. Et on le remercie pour tout ce qu'il a fait, mais il nous a demandé aussi d'ouvrir les discussions avec les autres clubs. Donc, Rudy Camacho qui part pour Columbus va rejoindre Wilfrid Nancy. Et là, c'est ça, c'est comme soudainement les réseaux sociaux, les commentaires qu'on entendait sur les différentes tribunes, c'est mon Dieu, ils font rien pour qu'on aime ce club-là, ils nous aident pas. Moi, j'étais un peu surprise parce que, bon, oui, Rudy Camacho est aimé, mais ça a quand même 32 ans. Tu risques de le perdre pour rien éventuellement. Je veux dire, si on regarde strictement côté business, c'est pas un mauvais geste de la part d'Olivier Renard. Pas heurté du tout. Mais aussi, moi, j'aime Olivier Renard qui est quand même très direct, là, à peine à mots couverts. On comprend que c'est une relation tumultueuse sur plusieurs années, puis on a l'impression que c'est une question de temps avant que finalement cette relation se brise. Là. Oui, moi, je suis d'accord sur le plan comptable et bureaucratique, le fait de faire ce trade, cet échange de Rudy. Je pense que tu veux renouveler justement ton effectif. C'est la possibilité aussi pour lui d'aller jouer dans une belle équipe qui est Columbus, qui fait de belles choses vraiment en termes de recrutement aussi. Ils viennent de perdre Lucas Zelarayan. Ça leur prenait une autre vedette. C'est ça, c'est ça. Comme ça. Bon, ils ont pris Diego Rossi, donc ça, c'est quand même pas pire. Mais moi, je suis quand même déçu parce que je trouvais que il s'était super bien redressé cette année, en tout cas. Ça a été un début de saison extrêmement difficile aussi pour lui. C'est toujours battu, mais je le trouve ultra régulier depuis pas mal de matchs. Et dans l'idée d'aller chercher quelque chose cette saison, tu as envie de t'appuyer sur l'un de tes meilleurs défenseurs. Je vois pas qui a été meilleur que lui globalement finalement. Corbeau. Ouais, mais c'est un peu ça la plainte. Non, il a été bon. Rudy a bien redressé la barre. Sincèrement, là, en termes de leader, il n'a jamais lâché. Ouais. Je l'ai trouvé vraiment. Et je l'ai critiqué quand il fallait le critiquer. Mais quand il fait bien, il faut le dire aussi. Et je trouve qu'il fait vraiment bien dernièrement. Donc, dans l'idée justement d'aller chercher quelque chose, d'avoir un gars d'expérience qui a connu justement les séries l'année dernière, tu perds quand même une grosse pièce vraiment dans le vestiaire. Et forcément, ça amène à poser des questions auprès des partisans. Est-ce qu'on a l'ambition d'aller chercher des choses cette année? C'est ça que les gens déplorent peut-être. C'est quoi que ça envoie comme message quand tu es parti de peut-être ton défenseur le plus solide dans le moment où tu veux te battre pour une place en séries éliminatoires? Puis pas que ça, dans le contexte aussi, où tu te dis que c'est quand même un joueur référent, qu'on commence à connaître, etc. Puis là où l'équipe a eu beaucoup de chamboulements, beaucoup de changements, le sentiment d'appartenance avec certains joueurs, tu l'enlèves pour recommencer autre chose avec de la jeunesse. Présentement, les partisans montréalais, québécois s'identifient à qui? C'est qui leurs joueurs qui ont envie d'aller s'acheter un maillot? Samuel Piette, mais c'est ça, Mathieu Choinière. Je vais te dire Romel Kyoto.
Ben non, mais là, Samuel Piette, oui, là. Mais tu sais, oui, parce que c'est le gars de chez nous, là. Mais c'est pas un Nacho Piatti ou Ben oui, mais ou c'est comme Drogba tout ou Watson. le monde a l'air de tomber des nues. Je comprends pas. Je comprends pas quelle équipe est-ce que vous suivez depuis 3 ans? En quoi est-ce que c'est une surprise que Rudy Camacho s'en aille? Je veux Ben, dire, je pense que c'est pas une ici, surprise, mais c'est il- comme encore une petite blessure pour les partisans. Mais en même temps, tu sais, je veux dire, est-ce que c'est oui, vraiment... mais les partisans lui gueulaient après, il y a 3 ans. Non, mais est-ce que Rudy Ouais, mais c'est Camacho, ça. je veux C'est dire. la passion. Il faut croire aussi que c'est un échantillon. Les gens qui nous écrivent, ben, c'est ceux qui prennent ça vraiment à cœur. Et la majorité des gens qui vont au Stade Saputo, ben, ils ont eu des billets en s'achetant une caisse de popsicle, puis ils font une activité On familiale. peut faire ça. Non, mais ça serait le Je fun, vais hein? commencer à m'acheter des popsicles. Ça serait cool qu'elle vienne dedans. Non, mais mon point, c'est que la majorité des gens qui vont au Stade Saputo ne savent même pas c'est qui Rudy Camacho. J'ai peut-être des fétiches, mais c'est vrai. Là. Le fan moyen ou les familles qui se déplacent, non, ça leur dérange Mais pas. c'est pour ça que ça me sidère encore plus que ce soit les initiés qui soient heurtés à ce point-là par le départ de Rudy Camacho, parce que c'est eux qui devraient savoir que le projet sportif d'Olivier Renard, ça n'a jamais été de construire une équipe autour d'un Rudy Camacho, par exemple. Oui, mais les initiés ne sont pas heurtés, peu importe ce qu'ils vont faire. Il y a ça. Il y a ça. Mais Romel Kyoto, on en a parlé un petit peu tantôt, fait qu'on fait des blagues. Le Romel Kyoto World Tour, parce qu'il est supposé d'être en période de réadaptation, supposément au Honduras. Mais là, si on le suit sur Le les truc, réseaux c'est sociaux, il est pas se surtout, faire d'attente. il est Faut surtout pas que tu sur fasses un d'attente. bateau à quelque part avec un verre de tequila dans les mains. On a-tu une preuve que c'est de la tequila? Parce qu'un On ne sait liquide pas, clair mais peut être de l'eau. pour quelqu'un qui est en train de récupérer d'une blessure, il y a beaucoup plus de photos et vidéos dans des fêtes et sur des bateaux que dans un gymnase. Fait que là, c'est un peu... Mais là, je pense que les renards ont lancé une flèche, dire, ben là, nous, on y paye un billet pour qu'il revienne, on va voir s'il va être sur l'avion. Donc, qu'est-ce qui va se passer avec cette situation-là? Parce que c'était le joueur le plus important de cette équipe-là, le meilleur attaquant. Mais là, je comprends qu'il y a les blessures, mais clairement, ça n'a pas l'air d'y tenter. Ben. Non, mais moi je trouve ça compliqué. Je veux dire, les mots d'Olivier Renard sont clairs. Pour le coup, ils sont clairs. C'est que tu peux donner une certaine confiance à un joueur en le laissant partir, se soigner avec son médecin, etc. Et c'est des choses qu'on a vues par le passé. Il n'y a pas de problème. Quand c'est un joueur important, tu peux laisser, entre guillemets, certains passe-droits. Mais tu peux pas avoir de doute sur le fait de son sérieux ou sur le fait de savoir s'il va être de retour à la date prévue. Là, il y a un problème à mes yeux. Et quand Olivier Renard le dit de cette façon-là, bah, ça veut tout dire. Moi, je trouve qu'il y a un problème, que c'est des choses qui ne peuvent pas exister. Et si tu donnes l'entière confiance et la responsabilité à ton joueur de soigner, entre guillemets, de par ses contacts et de par son réseau, bah, derrière, il faut avoir aucun doute en fait sur le retour et sur la façon dont travaille ce joueur-là. Et quand tu t'exprimes de cette façon-là, bah, ça veut dire que ça va pas. Il y a quelque chose qui On va fait pas. quoi? Parce que là, je veux dire, essayer de vendre un joueur qui est blessé, c'est jamais... Bah, la le situation vendre évidente. à quel Sinon, moment il ben, arrive, c'est ça. il arrive en fin de contrat aussi. Je Fait veux que dire, tu veux-tu pas le perdre pour rien? c'est ça. Donc dans le timing, c'est Tu des peux choses. tu peux pas tous les échanger avant la fin de leur contrat aussi. Des fois, il y a des opérations comptables qui sont juste pas réalisables. Tu sais. Ouais. C'est pas la fin du monde non Fait plus. qu'on le va perdre pour laisser rien. le contrat se terminer sur un yacht. Bah, c'est est-ce pas que ça. tu as réellement envie de continuer de cette façon-là? Moi, je trouve qu'il y a quelque chose qui fonctionne pas Que tu là-dedans. brises le contrat? Non, tu mets les responsabilités sur le joueur et puis il n'y a pas de doute à avoir sur savoir s'il embarquera dans l'avion ou pas. Là. Il doit être là, il doit amener ce qu'il doit amener à l'équipe parce qu'on parle justement de potentiel et de joueurs locaux qui sont érigés au statut justement de leader. Tu parlais de Chouanière ou de Samuel, mais la réalité c'est que Kyoto est censé être ton joueur vedette cette année et qu'il n'est pas là. Et que s'il n'est pas là, si l'équipe performe moins, il ne peut pas se dire bah oui, l'équipe est moins forte parce que je ne suis pas là. Non, tu prends de la place, tu prends une masse salariale qu'on pourrait donner à un autre joueur qui pourrait être performant aujourd'hui quand toi tu es blessé ou que tu ne peux pas justement rendre l'investissement qu'on a mis sur toi. Donc il y a un problème. Moi je trouve que c'est quelque chose qui doit être résolu rapidement et avoir peut-être une discussion franche. Est-ce que dans l'état d'esprit tu es là? Si tu es là, oui. Mais si tu n'es pas là ou que tu es occupé à faire autre chose ou que tu ne prends pas ta blessure au sérieux, bah écoute, faut prendre des décisions fermes, radicales et aller dans un sens qui est totalement différent. Donc
voilà, moi, c'est une situation qui me gêne et les propos d'Olivier Renard en disent énormément sur cette situation-là qui date pas d'hier. Avant même qu'ils viennent, on avait déjà des discussions sur savoir s'ils sont sérieux, allaient être présents ici à Montréal. Moi, on a oublié ça vite. Hein? Quand il allait en équipe nationale, il revenait toujours blessé. Et là, au début, on remettait en question la préparation physique du côté de l'équipe du Honduras. Mais peut-être finalement, on a l'impression que c'est sa préparation physique à lui non, mais c'est pas possible. Qui fait défaut. C'est pas l'équipe du Honduras. C'est pas possible. Surtout, tu sais qu'on t'attend justement au tournant sur cet aspect-là. Ça l'était à Houston, ça l'était dans d'autres clubs aussi. Puis, tu as la possibilité justement de continuer sur ce qu'il faisait très bien aussi, parce qu'il a fonctionné la saison dernière. Mais tu sens que c'est même pas le talent qui fait la différence, c'est son degré d'implication et de sérieux. Et là, il y a un problème. Quand tu es professionnel, payé autant que tu l'es payé, que tu es privilégié justement dans ce sport-là, tu ne peux pas te faire poser des questions à tout le groupe qui t'attend et qui a besoin justement de toi sur le terrain. C'est pas possible. T'es pas Neymar non plus, quoi. Soit tu respectes justement le groupe et tu fais tout pour revenir et aider l'équipe, ou soit tu décides de ne pas être là et de vraiment pas être là et de passer à autre chose tout simplement. Mais moi, ce degré de non-professionnalisme, franchement, ça me dérange beaucoup. Ouais. On va envoyer Olivier à l'aéroport pour vérifier s'il était bel et bien dans l'avion. Le directeur sportif te dit... J'ai assez passé de temps à l'aéroport dans les un peu dernières plus, semaines. un peu moins. Le directeur sportif te dit, je ne suis pas sûr qu'il sera dans l'avion de retour. Mais sérieux. Alors que s'il y a une chose que Olivier Renard veut souvent montrer en conférence de presse, en point de presse, peu importe, c'est bien de montrer que c'est lui le boss. D'être obligé de dire ça. Mais c'est ça, c'est que ça veut tout dire. C'est que dans les discussions, dans les aspects, dans les échanges, tu n'es pas sûr de ton joueur qui est censé être ton leader. Je veux dire, il y a un problème là-dessus. Et je pense qu'il faut trancher. Soit tu viens à 100% et tu viens aider l'équipe, soit tu n'es pas là et tu passes à autre chose, passes à un autre projet, amuse-toi ailleurs, c'est tout. On surveille ça, mais l'affaire, c'est qu'avec le CF Montréal, même s'il ne joue pas pendant quelques semaines, il va arriver quelque chose. C'est un téléroman, en quelque sorte. C'est arrivé que c'est déjà fait, mais on va voir ce qui va se passer, évidemment, avec Kyoto. Hey, Oli. Oui. Merci pour ton retour. On te laisse aller te coucher. Merci pour ton retour, mais j'avais peur que tu reviennes. Mais merci. Je serais resté à Melbourne, crois-moi. C'est gentil pour tes enfants. C'est ça. Non, mais je les aurais. Tu l'as mis dedans. Tu les aurais quoi? Peut-être transporter? Ben oui, pourquoi pas. OK. 16 heures dans un avion, c'est quoi la pire affaire qui pourrait arriver? Oui, voilà. Assoun, merci. Plaisir, merci. Merci beaucoup. Merci à Jacques-Alexis à la réalisation qui est de retour de vacances. Souli à la console. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode de Tellement Soccer. Sur tous les terrains et sur tous vos appareils, Radio-Canada Sport.